moi je vais parler que quelques normes qui me paraissent déjà hautement en danger, mais un, c'est ce qu'on appelle les substances de décontamination de la viande. Vous savez qu'on a une manière de faire qui est très différente du Canada. C'est-à-dire que le Canada a des méthodes de rinçage assez drastiques, hein, par un coup de l'acide citrique, de l'acide peroxyacétique, le chlore, ce qui est tout à fait interdit en Europe parce que nous on a une façon de faire qui est plus à chaque étape du producteur jusqu'à la dernière étape de commercialisation. On a une traçabilité très fine, mais qui fait que nous on ne décontamine qu'à l'eau. Hein. Et le Canada n'a pas du tout cette manière de faire. Déjà, on a accepté en 2013 de décontaminer à l'acide lactique en Europe, et c'était clairement dans l'optique des négociations avec le Canada et les États-Unis. Et là, maintenant, le Canada demande évidemment à ce qu'on accepte l'acide citrique et l'acide peroxyacétique. Donc, du coup, évidemment, on s'attend à le Canada, en tout cas, souhaite utiliser le CETA, il le dit clairement, pour affaiblir les normes sur la décontamination de carcasses. Deuxièmement, ce qu'on appelle les stimulateurs ou activateurs de croissance chez les animaux. Vous savez qu'en France et en Europe, il est interdit d'utiliser des substances chimiques à but de croissance des animaux. Donc par exemple, on ne traite pas aux hormones nos animaux, on ne traite pas à la ractopamine nos animaux pour augmenter la masse musculaire, ce qui est tout à fait autorisé au Canada. Et au Canada, c'est plus que ça, c'est que la plupart pratiquement toute la production est traitée. Les bêtes sont traitées à un moment donné avec des hormones de croissance et de la ractopamine, notamment dans le secteur porcin. Sur les normes actuelles, en fait, le discours habituel, c'est, le discours de ceux qui sont pro-CETA, c'est mais ça risque rien, puisque c'est des normes déjà en place. Mais pas du tout, parce que le Canada aura d'autant plus des intérêts, vu qu'ils pourront nous exporter beaucoup plus, ils auront des intérêts d'autant plus à nous attaquer via l'OMC, l'organe de règlement des différends. Or, le Canada l'a déjà fait pour un certain nombre de sujets sanitaires et environnementaux vis-à-vis de notre agriculture. Des normes qui leur permettent de produire avec des contraintes bien plus faibles, par exemple les normes sur les pesticides. Ils ont plusieurs dizaines de pesticides qui ne sont pas autorisés dans l'Union européenne, mais qui sont autorisés au Canada. Vous savez que le Canada, par ailleurs, est un très gros producteur d'OGM, et notamment dans le secteur du soja, qui lui aussi va être libéralisé entièrement alors qu'on avait des droits de douane relativement importants. Alors le Canada, c'est un des plus grands producteurs de plantes et autres produits OGM, notamment ils ont aujourd'hui approuvé 13 variétés de plantes OGM, mais ils ont aussi approuvé un animal, le saumon aquavantage. Il n'y a pas de norme d'étiquetage obligatoire au Canada, donc c'est vous dire qu'ils n'ont pas du tout la même vision que nous des OGM. Il n'y a aucune mesure pour retracer et détecter les aliments qui contiennent des OGM. Sur la mention de l'origine des produits agricoles, vous savez qu'en Europe, sur la viande, il y a un étiquetage obligatoire de l'origine des viandes. Et les États-Unis, qui avaient la même procédure, la même obligation de mention d'origine des viandes, s'est fait poursuivre récemment par le Canada là-dessus. Donc on a aussi un risque d'affaiblissement des avancées qu'on a sur l'obligation de mention d'origine des viandes via le CETA. Et puis surtout, après, c'est sur l'élevage de viande bovine et porcine. Ils ont des coûts, des structures de coûts, des coûts bien inférieurs à nous en moyenne. Pas tellement dans les exploitations qui pratiquent ce qu'on appelle le naissage, c'est-à-dire l'animal tant qu'il n'est pas engraissé. Après, c'est après que le bas blesse. Ils sont envoyés dans ce qu'on appelle des feedlots, c'est-à-dire des structures d'engraissement géantes à plusieurs dizaines de milliers de bêtes, avec des coûts de production bien inférieurs, et ensuite ça part en abattage des couples, et là dans des abattoirs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît en Europe. Et donc du coup ils se retrouvent avec des coûts, quand on comprend l'engraissement et l'abattage des couples, bien inférieurs à l'Europe. Alors ça par contre on n'est pas du tout concurrentiel en viande bovine. Je pourrais dire la même chose en viande porcine, même si c'est moins flagrant. Enfin vraiment, c'est-à-dire qu'on sait qu'en viande bovine, et dans une moindre mesure en viande porcine, le secteur va énormément souffrir en Europe. Et c'est pas pour rien que la FNSEA s'est prononcée contre le CETA. Et ça, c'est quand même historique. Et pour finir, tout ça se passe dans un contexte de multiplication des accords de libre-échange. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Commission européenne a produit un rapport il y a à peu près un an sur les effets cumulés des accords de libre-échange, et que, en gros, dans ce rapport, il est reconnu que c'est pas du gagnant-gagnant, quoi, et qu'il y a des secteurs qui vont vraiment déguster.